Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productive You, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, catégorie podcast. Je vous encourage à partager ce podcast, à mettre une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productive You sur Facebook, Instagram. Productive You vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous savez que j'ai lancé mes activités de coaching, d'accompagnement et de formation, donc si vous souhaitez travailler avec moi pour un accompagnement personnalisé pour vous, pour vos équipes, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien à réserver un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous le travail dans le mode contexte hybride. Et ce sera l'occasion de lancer une nouvelle série qu'on va retrouver comme ça à peu près une fois par mois pendant, je pense, 5 ou 6 épisodes, donc normalement jusqu'au début 2023. Donc ce contexte hybride qui dure et qui perdure, en effet, beaucoup d'entreprises ont mis en place des accords de télétravail partiel lors de la crise du Covid, et avec la crise énergétique qui arrive, qui est déjà bien sur nous, on entend déjà pour certaines entreprises des consignes de renforcement pour faire des économies d'énergie et notamment éviter de chauffer des locaux quasiment vides. J'ai noté 2 axes aujourd'hui qui sont importants pour le maintien de la performance de vos équipes dans ce contexte. Les 2 axes sont la flexibilité et la confiance. Alors la flexibilité au travail, c'est pas juste le fait de pouvoir travailler chez soi ou en mode hybride suite à la mise en place d'un accord de télétravail. C'est aussi pour vous managers faire en sorte que l'emploi du temps fonctionne pour soi. On sait, et j'en avais parlé dans un épisode sur les rythmes de travail, qu'il y a des personnalités différentes, des gens qui travaillent plus facilement le matin, d'autres plus le soir, et ce serait dommage de ne pas prendre l'opportunité du télétravail dans les fonctions où cela est possible, bien évidemment, pour laisser les personnes et les personnalités, je dirais, s'organiser pour travailler là où elles sont le plus performantes, et que ce soit vraiment bien adapté à leur façon de fonctionner, au moins pour les quelques jours où elles sont à leur domicile. Évidemment, on va encadrer un peu tout ça, pour pas que ce soit non plus ouvert à tout et à n'importe quoi, mais ce serait quand même dommage de perdre cette possibilité de donner la chance à des collaborateurs qui ont des rythmes de travail différents, de ne pas pouvoir les appliquer quand ils sont chez eux. Encore une fois, c'est à discuter avec votre équipe et puis aussi peut-être avec vos RH, mais pensez à cet aspect de la flexibilité qui pourrait faire vraiment augmenter la productivité dans votre équipe. Le deuxième point, c'est la confiance. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette confiance ? Eh bien parce que la confiance ou l'absence de confiance est directement liée à la démotivation et au désengagement. Une étude menée en 2018 par Mozart Consulting et l'Institut Gallup montrait que en France, au sein des entreprises françaises, le coût de la démotivation et du désengagement serait de 98 milliards d'euros par an. Un truc absolument gigantesque. Donc cela fait réfléchir sur la nécessité d'accorder sa confiance, quitte à prendre un petit peu sur soi et à réguler ses besoins de contrôle. Mais qu'est-ce que c'est d'abord la confiance ? Alors j'ai une petite citation une autrice qui s'appelle Shailene Gupta, son livre en anglais The Power of Trust, How Companies Build It, Lose It and Regain It. Elle donne cette définition de la confiance. La confiance est notre capacité à accepter d'être vulnérable aux actions et intentions des autres. J'ai trouvé aussi dans un article récemment dans un post sur LinkedIn une autre définition qui disait que la confiance existe entre 2 acteurs mutuellement dépendants lorsque la relation établie procure à chacun un sentiment de sérénité lié à l'espérance que ses intérêts seront préservés par l'autre dans une situation donnée.
Donc c'est aussi un facteur important de création de sens pour les salariés. Alors petit intermède concernant le sens et la perte de sens. Si vous vous sentez perdu avec un problème pour retrouver le sens dans votre travail, je peux vous accompagner. Je suis intervenante la box Ikigai et je propose un accompagnement de 10 séances pour vous permettre de trouver votre Ikigai, c'est-à-dire un endroit où la passion et l'envie se retrouvent. Cet accompagnement entre dans la catégorie du bilan de compétences et c'est donc finançable par votre CPF. Contactez-moi pour plus d'informations. Reprenons notre épisode. Si on parle de confiance, par exemple, dans les relations commerciales, elle est importante et peut-être même n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Alors que la mondialisation accroît l'ampleur de nos problèmes, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer face à des situations telles que les crises environnementales ou sanitaires. Il en va de même à l'intérieur de l'entreprise où la coopération est indispensable pour faire face aux problèmes complexes et inédits que nous rencontrons. Faire confiance, c'est se rendre vulnérable. Cette formulation peut faire peur, mais en réalité, nous le faisons déjà tous les jours. C'est le grand paradoxe de la confiance. C'est qu'elle comporte à la fois l'augmentation d'un risque et la réduction d'une incertitude. Je m'explique. Le risque qui augmente, c'est celui d'être trahi, déçu, vulnérable. Et la réduction de l'incertitude, c'est le fait que faire confiance vous fait lâcher prise sur la multiplication des garanties et la recherche de contrôle, souvent impossible en milieu incertain. Là encore, cette petite phrase, je l'ai trouvée dans un article de Business Les Échos, qui a été écrit en décembre 2021 par un coach consultant qui s'appelle François-Xavier Dupéret. Et d'ailleurs, il donne des exemples. Alors, je vais vous faire une citation entre guillemets, parce que vraiment, je ne le paraphrase pas, je lis exactement ce qu'il a écrit. Alors, il nous dit « C'est pour cette raison que vérifier et contrôler derrière ses coéquipiers pose des limites en matière de confiance. Pour vous, cela annule l'effet libérateur en décalant dans le temps la nécessité de devoir vous confronter à la gestion de cette incertitude et de cette complexité à moitié déléguée. Pour l'autre, c'est la désagréable impression de recevoir un message contradictoire. Je te fais confiance, mais je m'assure quand même que tu ne vas pas me décevoir. Cela transforme la confiance en confiance conditionnelle. Transposer la notion de confiance au domaine de relations de couple. Bien sûr, je te fais confiance, chérie. Par contre, donne-moi ton téléphone, je vais vérifier tes SMS du mois écoulé. La confiance n'exclut pas le contrôle. Non, je ne peux pas te laisser dire que c'est un manque de confiance, tu confonds tout. Alors, l'auteur dit « Je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que cela ne fonctionne pas, et que, pour que la confiance engendre des relations saines et enrichissantes, il ne peut y avoir de menaces, de conditions, de chantage, ni d'épée de Damoclès au-dessus de celui qui reçoit la confiance. » Encore une fois, donc, article de Business Les Échos du 30 décembre 2021. Alors, je disais tout à l'heure que la confiance, pourtant, on la donne tous les jours, notamment quand on est client. Nous avons une confiance quotidienne dans des produits et services que nous achetons. Nous nous attendons à ce qu'ils fonctionnent, à ce que l'entreprise tienne ses promesses et respecte la réglementation. En général, ça fonctionne assez bien. Et il est assez rare que nous allions contrôler les promesses faites par les vendeurs, ou bien que nous menions un audit qualité auprès d'un fabricant alimentaire pour nous assurer personnellement que les conditions d'hygiène sont satisfaites, par exemple. Et pourtant, cela concerne notre santé et celle de nos proches. En tant qu'employés, nous faisons aussi confiance à notre entreprise pour qu'elle nous paye, pour qu'elle continue à nous employer, pour que notre manager soit compétent, pas abusif, etc. Alors comment est-ce qu'on peut établir la confiance? Alors il y a plusieurs piliers, il y en a 3 au moins que l'on peut citer. C'est la bienveillance, on en a déjà parlé dans un autre épisode l'an dernier, c'est tout ce qui touche à l'empathie, à l'écoute, au soutien, au sens aussi du compromis. On a aussi une notion d'intégrité, être fiable, être cohérent entre ses actes et son discours, honnête,
pratiquer l'équité, donner ou prendre des décisions justes. Et puis aussi les compétences, le savoir-faire, la technique, le relationnel. Est-ce que notre manager, par exemple, maîtrise son sujet? Est-ce que c'est pertinent, etc. Si on se transpose à nouveau par rapport à une entreprise ou un service que l'on souhaite acheter, par exemple, on peut se poser la question de, ces facteurs de confiance, ça va être l'assurance que l'entreprise, elle va bien nous fournir le produit ou le service. La motivation aussi, est-ce que l'entreprise, elle a bien les intérêts de ses consommateurs et de ses salariés à cœur? Ou bien est-ce que c'est uniquement les intérêts des actionnaires? Les impacts aussi des produits sur votre vie ou dans la société. C'est de plus en plus important, on le voit aujourd'hui avec le développement du greenwashing, malheureusement, de la RSE. Si l'entreprise produit beaucoup de déchets chimiques, par exemple, on pourrait considérer ce fait comme étant inacceptable et on n'aurait pas envie d'acheter dans cette entreprise ou on n'aurait pas envie de travailler dans cette entreprise, par exemple. Donc nous prenons en compte tous ces facteurs avant de décider d'interagir avec une entreprise ou dans notre entreprise avec notre équipe. L'empathie dont j'ai un petit peu parlé entre en jeu dans la considération des motivations et des moyens de l'entreprise. Les consommateurs, par exemple, comprennent que l'entreprise doit dégager un bénéfice, mais elle doit aussi prendre en compte les besoins des consommateurs au-delà des objectifs financiers. En tout cas, c'est ce qu'attendent les consommateurs. Quand on a perdu la confiance, on peut tenter de la regagner. Et, a priori, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner si, humblement, on est capable de présenter des excuses, d'accepter la culpabilité de ce qui a été mal fait, d'assumer la responsabilité, et puis aussi, s'il y a un problème à l'origine de cette perte de confiance, de le résoudre pour de bon, sur le long terme. Si on reprend des exemples commerciaux, vous vous souvenez peut-être de l'affaire Volkswagen et du Dieselgate, qui a fait quand même les grands titres pendant de pas mal de temps, il y a quelques années. Donc l'entreprise a payé des dédommagements, mais elle continue à vendre des voitures, elle s'est remise rapidement. La confiance n'a pas été beaucoup affectée, en tout cas, parce que officiellement, ils se sont remis sur les rails. Malheureusement, la réaction de beaucoup d'entreprises, c'est souvent d'enterrer les problèmes, mais on fait aussi la même chose souvent aussi quand on est manager, parce qu'on n'a pas forcément envie d'admettre qu'on peut avoir fait une faute, ou bien on a aussi un rôle à jouer dans la dégradation de la confiance avec notre équipe. Notamment, donner des feedbacks, on en a déjà parlé, on en reparlera, est un élément essentiel pour aider à construire la confiance. Et quand on donne un feedback, justement, on fait l'inverse d'enterrer les problèmes, on va justement essayer de voir comment on peut s'améliorer soi-même et aussi les gens de son équipe. La confiance en interne, elle doit aussi être encouragée. Les dirigeants doivent être réalistes quant à ce qui peut être réalisé par les équipes et encourager aussi les bons comportements. Depuis la crise sanitaire, par exemple, certains managers ont pris l'habitude de prendre régulièrement des nouvelles de leurs équipes, ce qui a permis de maintenir, voire de développer la confiance. Et on peut tous évaluer le niveau de confiance. Donc on connaît ça quand on est dans une entreprise, on évalue la confiance des managers, à l'intérieur des équipes, par tout un tas d'enquêtes régulières qui permettent de voir ce que pensent vraiment les gens. On peut aussi faire des enquêtes auprès de ses consommateurs, pour voir aussi quel est le niveau de confiance dans une marque. Il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent d'évaluer la confiance et puis ensuite de mettre en place des actions pertinentes et sincères de façon à regagner ou augmenter ses scores si besoin. Comme nous venons de le voir, la flexibilité et la confiance sont des atouts maîtres dans le travail et encore plus dans ce monde hybride et ce mode de travail hybride, quand nous ne sommes pas en permanence avec nos équipes. Ce sont de véritables challenges qui sont face à chaque manager et chacun doit y mettre du sien et accepter de lâcher prise pour que tout se passe bien. Et puis si c'est difficile, c'est peut-être le moment de faire une petite introspection, voire de travailler avec un coach,
pour déterminer ce qui vous permettrait de développer votre confiance en vous et dans vos coéquipiers. Et si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, l'épisode de ce jour est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci de m'avoir écouté et à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!